La troisième conférence s'intitule « Médicaments et nutrition, comment s'y retrouver ». On sait que la nutrition ou l'alimentation, les aliments peuvent avoir un impact sur l'absorption des médicaments. Cette absorption-là, cette compétition entre les médicaments et la nutrition peut avoir des effets sur l'efficacité de la médication. Il devient donc important de savoir comment gérer notre alimentation avec la prise des médicaments, comment prendre les médicaments à temps pour essayer d'exploiter au maximum notre médication anti-parkinsonienne et ainsi avoir ou préserver de la meilleure qualité de vie. Alors, effectivement, je suis venue vous voir. Ça fait déjà 5 ans que je suis venue? En tout cas, ça passe vite. J'étais venue ici faire une conférence sur la façon de prendre en charge la maladie de Parkinson. Aujourd'hui, l'angle est différent. On va parler de médicaments et de nutrition, mais plus précisément, pas les médicaments comme tels de la maladie de Parkinson, mais comment les prendre, comment gérer tout ça en lien et faire le lien aussi avec la nutrition. Alors, comment on va s'y retrouver là-dedans? Alors, les points importants, je veux quand même faire une petite revision, j'appellerais ça Parkinson 101, ne serait-ce que pour parler des symptômes moteurs. Je sais qu'il va y avoir une autre conférence, mais je vais les abréger, là, cette partie-là de ma conférence, mais parler des symptômes moteurs et des symptômes non moteurs qui sont très importants pour ensuite voir en quoi c'est très important de comprendre ça pour pouvoir après ça gérer encore une fois nos médicaments et pourquoi c'est important de les prendre à temps. Là, ensuite de ça, on va parler de nutrition, digestion et absorption. Tous des concepts à la fois qui sont importants de comprendre. Pas nécessairement parce qu'il y a une diète bien précise qu'il faut suivre quand on a la maladie, on va en parler jusqu'à la fin, mais parce qu'il y a des principes à suivre, ni plus ni moins. Et en fin de compte, le thème « Marcher sous la pluie », qu'est-ce que c'est? Bien, pour moi, c'est finalement, puis on va en revenir d'ici à la fin, c'est de prendre en charge sa maladie. C'est certain quand on a un diagnostic de maladie de Parkinson, au début, ça peut paraître comme une tempête. Hein? On fonce, on est sous l'effet du choc de l'annonce de la maladie. Le temps passe, on s'ajuste, on comprend un petit peu plus la médication, on comprend qu'est-ce qui nous arrive, on ressent les symptômes varier, on va cogner aux portes pour demander de l'information. On a des aidants qui peuvent nous soutenir dans ces moments difficiles-là. Alors, tout ça fait en sorte que on prend, ni plus ni moins, on prend en charge cette maladie-là. Alors, pour moi, finalement, marcher sous la pluie, ça veut dire que c'est clair que c'est pas facile à tous les jours. La pluie tombe sur nous souvent. On est rappelé souvent parce qu'à tous les jours, on prend plusieurs fois des dosages de médicaments qui nous rappellent plusieurs fois par jour qu'on a la maladie de Parkinson. Mais à quelque part, on est capable de continuer à avancer, continuer à avoir une vie avec des petites limites, j'en conviens, parfois des plus grandes limites quand la mobilité se mêle de la partie. Alors, ça devient plus difficile, mais encore là, on peut, avec de l'aide, du soutien, traverser et vivre convenablement, avec une qualité de vie respectable, vivre avec la maladie de Parkinson. Alors, des petits points à retenir. La maladie de Parkinson, c'est une maladie chronique, c'est-à-dire que quand on l'a pour la durée de notre vie restante, finalement. C'est une maladie qui progresse, et qui progresse dans le temps. C'est une maladie qui est neurodégénérative. C'est tous des mots que vous avez probablement déjà entendus, mais il y a des neurones qui dégénèrent finalement au niveau du cerveau, ce qui apporte une perte de la dopamine, qui est une substance chimique qui est responsable finalement de la fluidité de nos mouvements. Quand on va prendre une tasse sur la table, on y va en ligne droite, on n'y va pas comme ça prendre la tasse. Alors, c'est une fluidité, une coordination au niveau de nos mouvements. Cette fameuse dopamine-là est responsable de ça. Ça touche chaque personne de façon différente. Puis c'est bien important de s'en souvenir. C'est d'ailleurs très important de savoir que la maladie ne commence pas toujours au même âge. Donc, si ça commence à 40 ans versus 70, 75 ans, ça va progresser de façon différente. Il y a des symptômes moteurs, il y a des symptômes moteurs, on va les voir. Mais la chose qui est encore plus importante, c'est que la réponse au traitement est différente d'une personne à l'autre. Il peut y avoir un médicament qui soit bon pour moi et que pour mon voisin qui a le même diagnostic, évidemment la maladie de Parkinson, le médicament ait des effets secondaires ou des problèmes. Et en stade avancé de la maladie, on devient peut-être parfois moins autonome. On a des symptômes qui sont difficilement gérables avec nos médicaments. Donc, il faut, encore une fois, pas hésiter à cogner aux portes et aller voir
notre médecin, notre équipe soignante et la Société de Parkinson du Québec qui sont là pour nous soutenir. Un plus grand nombre de symptômes qui peuvent apparaître en cours de maladie. Il y a une petite photo, je ne sais pas si vous voyez bien sur les illustrations, la photo d'un iceberg. Un iceberg, ce qu'on connaît de l'iceberg, c'est que c'est toujours plus petit à la surface de l'eau que ce qu'on voit en dessous de l'eau. Alors, c'est l'image qu'on aime prendre quand on explique ce que c'est les symptômes moteurs versus les symptômes non moteurs. Les symptômes moteurs sont à la surface de l'eau. C'est ce qu'on voit. C'est ce que le neurologue vous examine ou il voit quand vous êtes en clinique. Alors, on peut observer le tremblement. On peut voir qu'il y a une rigidité. On appelle ça un roue dentée, une espèce de raideur au niveau des bras, des jambes, du cou. Il y a aussi une akinésie. Akinésie, c'est une absence de mouvement. Ce qu'on voit la plupart du temps, c'est plutôt la bradykinésie, qui est la lenteur dans le mouvement. Alors, c'est plutôt ça qu'on voit avec la maladie. Ce n'est pas que le mouvement est complètement impossible, c'est une lenteur au niveau du mouvement. Une lenteur à la marche, par exemple. Une lenteur à faire nos boutons de chemise le matin. Une lenteur à se pencher, ainsi de suite. Et il y a aussi un changement au niveau de la posture qui devient instable. On a des réflexes aussi qui sont affectés. Pour s'en souvenir de ces symptômes moteurs-là, il y a un acronyme qui s'appelle le TRAP. T pour tremblement, R pour rigidité, A pour akinésie ou bradykinésie et le P pour le changement au niveau de la posture. Maintenant, tout ce qui vient en dessous de l'iceberg, tout ce qui est définitivement plus gros, plus important, ça s'appelle les symptômes non moteurs. Grosso modo, comment les décrire? C'est tout ce qui nous arrive au quotidien, qui change, les douleurs, les sensations, les brûlements, les crampes, les changements au niveau de l'humeur aussi qui sont affectés. On est anxieux, on est stressé. Alors, tout ça, ça fait partie des symptômes non moteurs. Si on les regarde un petit peu plus précisément, les symptômes, pas les symptômes, les sentiments généraux de faiblesse ou de fatigue. On est fatigué. La fatigue, c'est quelque chose de très présent dans la maladie de Parkinson. Une agitation, une nervosité. Système autonome, le système nerveux autonome, ce que ça fait, c'est aussi affecté, ça peut jouer au niveau de la pression artérielle. C'est dans le fond, le système nerveux autonome, c'est tout ce qu'on ne contrôle pas dans notre corps. On ne contrôle pas notre pression artérielle. On ne contrôle pas notre température corporelle. On ne contrôle pas le nombre de fois qu'on doit aller faire pipi dans une journée, des choses comme ça. Il y a au niveau du trouble du sommeil, c'est clair qu'il y a des personnes qui ont la maladie de Parkinson, puis d'autres non plus qui ont des troubles du sommeil dans la société, mais qui ont, précisément avec les gens qui ont le Parkinson, il y a un problème qu'on voit souvent, c'est le syndrome des jambes sans repos. Avoir des sensations de crampes, de petits fourmillements sur les jambes, sous la peau, et avoir des impatiences. On appelle ça des impatiences aussi. Alors, une urgence de se lever, de bouger pour chasser cet inconfort-là, finalement. Trouble du comportement en sommeil paradoxal. Ce que ça veut dire, le sommeil paradoxal, c'est, en anglais, on dit le REM, R-E-M, pour le Rapid Eye Movement. Alors, ce qui arrive, c'est que moi, je n'ai pas la maladie. Quand je dors, même si je fais un cauchemar, je ne vais pas me battre ou me débattre s'il y a un bandit qui me suit dans mon cauchemar. C'est mes yeux seulement en dessous de mes paupières qui vont bouger. Alors, le Rapid Eye Movement, c'est ça. Il y a une espèce de paralysie qui se fait quand on dort, donc on ne bouge pas dans notre sommeil. Les gens qui ont le Parkinson, cette espèce de paralysie-là, je le mets entre guillemets, ce n'est pas une vraie paralysie, mais c'est entre guillemets, c'est une image, et on n'a pas ce phénomène-là. Alors, les gens qui ont le Parkinson, quand ils dorment, ils ont souvent tendance comme on dit, à acter leur bataille. Si, par exemple, si quelqu'un qui a le Parkinson qui dort, c'est pas rare qu'on va avoir des coups, des kicks, des poings. Alors, ça peut être dangereux pour le voisin de lit. Alors, c'est quelque chose qui arrive quand on a le diagnostic de maladie. Et ça aussi, il ne faut pas hésiter à en parler en passant. Problème de chute, c'est possible aussi, évidemment. Si on continue dans notre liste, il y a des changements émotifs à ne pas négliger. L'anxiété, l'apathie, la dépression, c'est très, très connu, très, très vu. Hein? Ça peut que vous en parliez à votre médecin, à votre équipe soignante quand vous allez les voir. Perte de contrôle des impulsions. Il y en a qui vont dire, bon, mon mari n'était pas comme ça avant, il n'était pas stressé comme ça, ou ma femme n'était pas comme ça. Petit changement de personnalité qui peut arriver aussi. Des douleurs. Hein? L'espèce de raideur moteur, hein? On va prendre la rigidité qui est un problème moteur, ça peut nous faire qu'on a peut-être une tension, par exemple, au niveau de la main et qui provoque une dystonie, donc une douleur, une dystonie. Constipation, incontinence urinaire. Pourquoi on est constipé? Encore une fois,
notre corps, quand on a le Parkinson, il y a une lenteur dans le mouvement. Mais il n'y a pas seulement une lenteur extérieure, il y a une lenteur au niveau des organes internes. On va reparler de la constipation quand je vais vous parler de nutrition tout à l'heure, mais on comprend un peu que notre intestin devient paresseux. C'est pour ça qu'il y a une constipation qui arrive. Les étourdissements, ça peut arriver aussi. Finalement, les symptômes moteurs, problèmes cognitifs. Ça peut arriver qu'il y ait des problèmes cognitifs, par exemple de ralentissement. Encore là, je parle de mon ralentissement, pas juste au niveau moteur, de marcher tranquillement, mais un ralentissement au niveau du processus de la pensée. On peut avoir des problèmes à prendre des décisions. Par exemple, mon petit bonhomme, j'aime bien mon petit bonhomme, là, il y a trois objets à aller magasiner dans 3 magasins différents. Si vous me donnez cette tâche-là à faire, tout de suite, vite, moi, je vais dire, OK, je vais aller dans ce magasin-là en premier, deuxième, troisième, je vais voir mon chemin avec mon automobile. C'est plus difficile pour quelqu'un qui a la maladie de Parkinson de faire une tâche comme ça, de remplir une tâche comme ça. Encore une fois, capacité de faire plusieurs tâches à la fois. Par exemple, la dame qui fait une brassée de lavage, qui fait un gâteau dans la cuisine, qui est en train de vider le lave-vaisselle, puis là, le téléphone sonne. Il y a beaucoup de choses en même temps qui se passent. Ça, c'est des choses qui deviennent difficiles. Le dernier point que je veux parler rapidement, la difficulté au niveau de la communication. Ce n'est pas nécessairement qu'on a de la misère à exprimer clairement nos idées. Ça peut arriver suite aux problèmes cognitifs, mais ça peut avoir qu'on a un ton de voix qui est bas. Avec la fatigue qui arrive durant la journée, notre voix peut fluctuer, changer selon notre degré de fatigue. Et c'est un problème qu'on voit à l'occasion. Maintenant, les traitements vite. Évidemment, il y a la pharmacothérapie, tous les médicaments. C'est encore la meilleure façon de traiter la maladie de Parkinson. Il n'y a pas de cure, mais il y a beaucoup de médicaments qui sont à la fois très aidants pour gérer toute cette panoplie de symptômes-là qu'on a vus. Les interventions chirurgicales, il y en a une en particulier, qui est la stimulation cérébrale profonde. Ça ne s'adresse pas à tout le monde. C'est ce qu'il faut dire à ce moment-ci, c'est que ce n'est pas toutes les personnes. Par exemple, si toutes les personnes dans cette salle ont la maladie de Parkinson, il y en aurait certainement, peut-être seulement 2, 3, 4 qui seraient des candidats potentiels pour la chirurgie. Il ne faut pas être trop âgé. Il ne faut pas avoir eu de passé, je dirais, de dépression, de psychiatrie, trop d'anxiété. Il faut être en bonne santé en général. Donc, il ne faut pas avoir d'autres maladies, par exemple, quelque chose au cœur ou au poumon. Alors, il faut être relativement en bonne santé. L'autre partie qu'on parle de temps en temps aussi, et de plus en plus, ma foi, maintenant, c'est la rééducation par l'exercice. Il y a évidemment beaucoup de recherches qui nous disent ou qui vous encouragent, ceux qui ont la maladie de Parkinson, et même ceux qui ne l'ont pas, à faire de l'exercice. Il faut en faire soit soi-même tout seul ou en groupe, avec de l'aide, avec de la stimulation, avec un groupe, nos pairs, qui nous encouragent à bouger. Puis quand je dis de faire de l'exercice, quand je fais ma petite présentation sur l'exercice, ce que je veux dire aux gens, c'est que c'est pas important d'aller s'inscrire dans un centre sportif puis faire de l'exercice, puis comme ça, go, go, go. C'est de faire, dans la mesure du possible, des étirements, de bouger. Mais c'est certain qu'on a aussi besoin d'activer notre cœur. C'est correct si notre cœur se met à battre quand on fait de l'exercice, qu'on augmente notre capacité cardio-respiratoire. C'est normal, c'est ça qu'on veut aussi à quelque part. Donc, dans la mesure du possible, bouger, garder de la souplesse dans nos mouvements, dans nos muscles, ça va nous aider. Les types de médicaments, il y en a beaucoup, je suis certaine que vous en reconnaissez. Ce n'est pas le but de la conférence aujourd'hui d'aller en précisant de chacun de ces médicaments-là, mais vous connaissez le Levodopa, qui est le nom générique pour le Sinemet. Alors, il y a le Levodopa carbidopa, qui est le générique du Sinemet, et il y a le Levodopa benzyazide, qui est le générique du Prolopa. On a beaucoup entendu parler des génériques dernièrement sur le marché. Alors, à moins de contradictions, que votre médecin trouve que c'est mieux de rester avec le Sinemet ou le Prolopa, vous allez recevoir à la pharmacie dorénavant le générique, le Levodopa, carbidopa ou benzyazide. Les agonistes dopaminergiques, une autre catégorie, ce sont le Mirapex, qui est le pramipexole. Celui-là aussi, il se fait en forme de générique, c'est le pramipexole. Le Requip, le ropinolol. Ces deux médicaments-là, c'est des agonistes dopaminergiques. Ils ont une très bonne... Eux autres, ce qu'ils font, dans le fond, c'est qu'ils imitent la dopamine au niveau du cerveau. Le Levodopa, c'est le remplaçant chimique
les agonistes dopaminergiques, eux autres, ils viennent imiter la dopamine. Donc, c'est comme on dit par chez nous, deux chemins qui vont à Rome, deux chemins différents. Il y a le même but, c'est de remplacer la dopamine, un comme remplaçant chimique et l'autre en allant imiter ce que fait la dopamine au niveau du cerveau. L'amantadine, c'est une autre catégorie de médicaments qu'on donne, pas pour tout le monde, mais certainement parfois pour ceux qui ont de la dyskinésie. Ça va être après les questions, monsieur, je m'excuse. Et l'inhibiteur de content, l'entacapone, c'est le content qu'on donne toujours en association avec le lévodopa. La lévodopa, carbidopa, entacapone, c'est 3 médicaments en un qui s'appellent le Stalevo maintenant. Il y en a peut-être parmi vous qui ont été un jour changés. La lévodopa, qui prenait de lévodopa est content et pour qui le médecin a décidé de vous donner du Stalevo. Pourquoi on fait ce changement-là? C'est bien simple, pour être en mesure d'avaler seulement une pilule au lieu de 2 à la fois, le lévodopa. Alors, ça aide de ce côté-là. Par contre, c'est une pilule qui a quand même une dimension, disons, assez grosse. L'inhibiteur de MOA-B, c'est la séligéline, razagiline ou l'azilique. Alors, je ne veux pas passer plus de temps là-dessus, mais pourquoi maintenant c'est important de prendre nos médicaments à temps? Prendre les médicaments à temps, ça optimise le fonctionnement normal de la personne qui a la maladie de Parkinson. Prendre ces médicaments en retard, par exemple, s'il y a quelque chose qui arrive, ce n'est pas volontaire, mais il y a quelque chose qui arrive, vous sautez une dose, ça peut, une journée comme ça ne peut rien faire. Hein? Les gens vont dire, j'ai sauté une dose, je ne m'en suis pas rendu compte. Mais si vous faisiez ça toujours, à tous les jours, vous sautez la dose, la 4e dose, ou ainsi de suite, ça pourrait qu'en bout de ligne, vous vous ressentiez un petit peu changé au niveau de vos symptômes. Les symptômes réapparaissent, ni plus ni moins. Ce qui s'attend votre cerveau, c'est qu'il y ait une libération continue de dopamine. Hein? On essaie de remplacer la dopamine qui est manquante au niveau du cerveau en lui donnant régulièrement des médicaments. Donc, on ne veut pas lui jouer de tour, ni plus ni moins, à notre cerveau. On veut lui donner les médicaments qu'il a besoin au bon moment. Donc, c'est pour ça que, à quelque part, c'est important aussi de donner la dopamine régulièrement. Et une libération irrégulière, c'est-à-dire de prendre les médicaments de façon erratique ou irrégulière, ça peut, à un moment donné, faire en sorte que la personne qui a la maladie ait de la difficulté à sortir du lit, à marcher dans le corridor, ainsi de suite, de la difficulté à bouger, grosso modo. Le problème qui arrive, c'est qu'une fois que la régularité ou la prise des médicaments est perturbée, ça peut prendre des heures, des jours et même des semaines à se rétablir. J'aurais des exemples à vous donner de gens qui ont été, par exemple, hospitalisés. Puis je dis ça, cette conférence-là aussi, elle s'adresse au personnel de la santé dans les hôpitaux, dans les résidences pour personnes âgées, par exemple ici, excusez-moi, pour faire en sorte qu'ils soient familiers, justement, avec les patients ou les personnes atteintes de maladie de Parkinson, pour qu'il y ait une petite lumière qui s'allume, dire « Ah oui, monsieur un tel, le Parkinson, je vais faire un effort pour lui donner ses médicaments à temps parce que je sais qu'il peut avoir une répercussion, il peut avoir de la difficulté à marcher. Puis en bout de ligne, moi, je suis personnelle, je suis infirmière. S'il n'est pas capable de marcher, bien, je vais devoir l'aider plus fort. Hein, je vais devoir aller l'aider à s'habiller, à l'aider à manger, ainsi de suite. Donc, il y a une répercussion. Je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure aussi. Et évidemment, ça peut augmenter les complications, les risques de chute, ainsi de suite, des accidents. Comment on fait pour optimiser la prise des médicaments? Bon, là, c'est des règles de base, puis je vais en reparler aussi tout à l'heure. Prenez chaque dose avec un verre d'eau. Ça peut être d'autres choses qu'un verre d'eau, mais en général, ça serait préférable que ce soit de l'eau ou un jus de pomme, n'importe quoi. Mais en général, on aime que ce soit de l'eau parce que l'eau vient tout de suite, ni plus ni moins, briser la molécule. Hein. Ça commence déjà à se dissoudre au niveau de la bouche, ça descend dans l'œsophage, ça s'en va dans l'estomac, ça reste un peu dans l'estomac et ça s'en va dans l'intestin avant d'être absorbé dans l'intestin, aller dans le sang et remonter au niveau du cerveau. Donc, il y a quand même un processus qui prend un certain temps. Il ne faut pas briser ni écraser, entre autres, le cinémètre CR, mais je vous dirais, avant d'écraser la pilule qui est possible d'écraser, le lévodopa, on peut l'écraser. Et c'est préférable qu'on ne l'écrase pas dans la mesure du possible si vous n'avez pas de problème de déglutition, parce qu'on ne veut pas que l'effet se fasse sentir, ou plutôt que l'absorption commence déjà au niveau de la bouche, au niveau des muqueuses buccales. Parce qu'on veut que l'absorption se fasse au niveau de l'estomac, de l'intestin, pour que ça remonte
précisément au plus rapidement possible au niveau du cerveau. L'autre règle à respecter, c'est que si on oublie une dose, on ne la double pas, la médicament. Si j'oublie ma dose à midi, je ne vais pas en prendre 2 à 1h15 parce que je m'en souviens, là. J'ai oublié, oups, j'ai oublié, je vais en prendre 2. On ne fait pas ça. Ça ne donne rien. Vous la prenez à 1 heure, mais vous prenez une dose normale. Il est possible parfois de devoir souvent ajuster la dose au moment de la prise de médicaments. Ce que ça veut dire, c'est que si, en respectant bien les heures de dosage qui ont été prescrites par votre médecin, votre équipe soignante, si malgré ça, vous avez des symptômes, c'est pas bien, vous n'êtes pas parfait, bien, pas parfait dans la mesure du possible. Souvenez-vous qu'on marche sous la pluie ici, là. Si ce n'est pas ajusté à votre goût, s'il y a des choses, des problèmes qui ressortent, dire « Oh, je ne suis pas bien dans l'après-midi, je suis plus fatiguée, mes pieds collent au plancher », des problèmes comme ça, il ne faut pas hésiter à rappeler au médecin qu'il se passe des choses comme ça, ou appeler vos infirmières, appeler l'équipe soignante pour faire en sorte qu'on ajuste vos médicaments. C'est normal d'ajuster les médicaments. Quand on a une prescription, par exemple aujourd'hui, bien, ça se peut que dans 3 mois, même la semaine prochaine, ça ne soit pas correct si ce n'était pas le bon médicament au départ. Il peut avoir des effets secondaires, ainsi de suite. Mais c'est possible que quand la maladie progresse avec le temps, on a besoin périodiquement de faire des ajustements au niveau de votre médicament. Donc, c'est pour ça que j'ai des petits astérix sur cet acétate-là. Si vous prenez vos médicaments, comme on dit, religieusement, mais que malgré ça, vous avez des problèmes pour gérer les symptômes, parlez à votre équipe soignante. Lors d'un séjour à l'hôpital, je vous ramène là-dessus parce que dans le fond, c'est le but de ce programme-là, c'est d'aviser les personnes qui sont atteintes de la maladie de Parkinson, leurs aidants, comment c'est important de prendre en charge sa maladie dans ce sens-là. Si, par exemple, aujourd'hui, il y a une urgence, comme on dit, on se ramasse à l'hôpital à l'urgence, c'est important que vous, même si peut-être vous êtes insécure face à la maladie ou que votre ton de voix est bas, par exemple, c'est important que vous disiez « Moi, j'ai la maladie de Parkinson, s'il vous plaît, donnez-moi mes médicaments à l'heure pour telle raison, parce que si je ne les reçois pas à l'heure, je vais avoir de la misère à me lever, je vais avoir de la misère à la salle de bain tout seul, je vais avoir de la misère à manger, ainsi de suite. » Donc, donner des exemples concrets qui vont avec votre état de santé. Donc, vous-même et les aidants, là, vos personnes qui vous sont proches, vous savez le pourquoi c'est important pour vous de prendre les médicaments à temps. Puis, encore une fois, malgré que vous ayez peut-être un problème de communication, ça vous prend quelqu'un qui défende vos droits rendus à l'hôpital. J'ai mis en gros ici, apportez toujours la liste de vos médicaments. Au pire, toujours la liste. Au mieux, vous auriez les médicaments aussi. Donc, la liste dans le portefeuille et les médicaments, partez jamais sans eux. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Je ne veux pas vous faire peur, mais quand on arrive à l'urgence, par exemple, si on prend du Azilec à l'hôpital, ils n'en ont pas. Parce que c'est des médicaments précis, c'est précieux, pas précieux, mais des médicaments d'exception, ça prend des ententes avec le gouvernement, des choses comme ça. Donc, ils n'ont pas tous les médicaments à l'hôpital. S'il y a un délai, encore une fois, s'il y a un délai, si ça prend 2-3 jours à obtenir le bon médicament, bien, vous êtes 2-3 jours sans avoir le bon dosage au bon moment, de la façon que c'était prescrit par votre médecin. Donc, c'est très bien, apporter la liste. Comme ça, tout le monde à l'hôpital sait que, vous avez la maladie. Ils savent aussi quels sont les autres médicaments que vous prenez. Et s'ils n'ont pas les bons médicaments, bien, ils vont pouvoir piger dans vos bouteilles temporairement pour vous les donner. Donc, on va minimiser les erreurs dans ce sens-là. Quels sont les facteurs qui peuvent nuire à l'efficacité des médicaments? Il y en a beaucoup, il y en a une panoplie. Le stade de la maladie. Évidemment, quand la maladie progresse, ça peut faire en sorte que, en anglais, ils appellent ça le window of opportunity. La fenêtre ici, quand on est en début de maladie, la fenêtre est grande ouverte. Ça veut dire qu'on a beaucoup d'options pour soigner, pour donner des médicaments. On a beaucoup de marge de manœuvre, disons. Quand la maladie progresse, notre fenêtre rapetisse. On a moins d'opportunités. Les médicaments font effet moins longtemps. Donc, ça peut nous jouer des tours à ce moment-là au niveau de notre efficacité. Le stress. Le stress, c'est très important. Je suis certaine parmi vous, vous pourriez me donner des centaines d'exemples que quand on est stressé, notre Parkinson, il va moins bien. Nos symptômes, je ne devrais pas dire notre Parkinson, mais nos symptômes de la maladie de Parkinson vont moins bien. Puis, un stress positif ou négatif,
Si j'ai un coup de téléphone, quelqu'un est décédé, ça me fait de la peine. Si j'ai un coup de téléphone, j'ai une bonne nouvelle, mes enfants s'en viennent nous visiter pour le week-end, mais là, tout à coup, je me mets à penser, oh mon Dieu, la maison, la nourriture, tout. C'est un stress positif, mais c'est un stress pareil qui va nous apporter peut-être un débalancement au niveau de nos symptômes dans notre maladie. Les autres troubles médicaux, mais c'est certain qu'il ne faut pas les négliger. Si on a des problèmes avec notre pression, notre cœur, nos poumons, on a d'autres maladies connexes, ça peut nous jouer des tours au niveau des symptômes de Parkinson. On peut se demander qu'est-ce qui fait quoi? Est-ce que c'est mon cœur qui me joue des tours? Est-ce que c'est mon Parkinson? Pourquoi tel symptôme? Dans le fond, c'est important d'en parler pour qu'on puisse, à quelque part, démystifier et essayer de voir quel est le problème. Les autres médicaments qu'on prend. Ça, je veux faire une petite note ici. Il y a beaucoup de médicaments qui sont contre-indiqués quand on a la maladie de Parkinson pour une raison de dopamine au niveau du cerveau et quand on prend certains médicaments qui sont prescrits pour la maladie de Parkinson. Par exemple, je vais vous donner juste un exemple ici pour le but de la conférence. Si vous allez à l'urgence et vous êtes, je ne sais pas moi, vous faites une crise de panique, vous avez de l'angoisse, puis qu'on vous donne de l'Aldol. L'Aldol, c'est un médicament qui est proscrit contre la maladie de Parkinson. Ça peut rendre confus, ça peut déclencher une paranoïa et ça peut prendre encore une fois des jours, des heures, des semaines avant de s'en remettre. Les gens, encore une fois, si vous amenez votre liste de médicaments à l'hôpital, avant de vous donner l'Aldol, ils devraient être en mesure de voir, ou de, comme on dit, 1 + 1 fait 2, de voir que, vous prenez tel médicament, vous avez la maladie, on ne peut pas vous donner d'Aldol. Alors, c'est un exemple, mais c'est important d'avoir votre liste de médicaments pour cette raison-là aussi. La constipation, on en a parlé tantôt, puis on va en reparler aussi. Constipation, pourquoi ça peut nuire à l'efficacité des médicaments? Bien, évidemment, pas un estomac, mais un intestin qui est rempli, qu'on est rond, qu'on est ballonné, ça fait en sorte que nos médicaments vont être moins bien absorbés. Je m'excuse, mais il n'y a plus de place dans l'intestin. Alors, les pilules, ils ne peuvent pas être absorbés comme il faut au niveau de l'intestin parce qu'on est ballonné, parce qu'on est constipé. Donc, évidemment, quand on gère sa constipation, ça va nous aider effectivement à faire en sorte que nos médicaments fonctionnent mieux ou dans le meilleur des mondes, que ça aille mieux dans ce sens-là. La déshydratation, puis ça me fait penser que une petite gorgée d'eau, ça... La déshydratation, ça peut nous jouer des tours aussi parfois. C'est-à-dire que, par exemple, l'été, ici, c'est moins difficile. Bon, il y a l'air climatisé, on est entouré, il y a des gens qui prennent soin de nous. Mais par contre, on peut avoir tendance à couper les liquides. Puis quand il fait 30 degrés l'été, qu'on n'a pas l'air climatisé, qu'on ne boit pas beaucoup, on ne boit pas beaucoup parce qu'on ne veut pas aller à la toilette trop souvent, ça peut faire en sorte qu'on devient déshydraté. Puis un petit degré de déshydratation peut faire en sorte, encore une fois, que nos médicaments vont être moins efficaces. Je passe par-dessus les infections. Une simple infection urinaire qui arrive trop souvent, à mon goût, peut faire en sorte que, premièrement, ce qu'il faut dire d'une infection urinaire, c'est que ça peut passer inaperçu. C'est pas nécessairement il n'y a pas nécessairement une brûlure quand on urine une infection urinaire. Il n'y a pas nécessairement un changement de couleur au niveau des urines. Et ça peut prendre du temps avant que ça soit diagnostiqué. Donc, une fois que ça l'est, heureusement, on va dire que l'infection urinaire est diagnostiquée, on nous prescrit des antibiotiques 7 jours, 10 jours pour traiter ça. Pendant qu'on prend nos antibiotiques, c'est correct de les prendre, il faut les prendre, mais ça se peut que nos médicaments pour le Parkinson, on sente qu'ils font pas d'effet. Comme si on prenait ça, puis si on avait pris une pilule de farine. Ça va, encore une fois, jouer, ou plutôt nuire à l'efficacité des médicaments quand on prend des antibiotiques dans ce sens-là. Substitution générique, pardon, un mauvais lapsus, ça dépend des personnes. Je veux vous dire ça parce que là, j'ai eu beaucoup de téléphones dernièrement parce que les génériques sont donnés. Si vous aviez l'habitude de recevoir le Sinomètre au même montant, là, le pharmacien va vous donner les génériques. C'est correct. Nos génériques dans la maladie de Parkinson sont, la plupart du temps, très bons. Chez certaines personnes, c'est pour ça que j'ai dit ça dépend des personnes, ça va être du tout pour un. 4,30 sous pour $1. C'est l'équivalent. Okay? C'est vraiment l'équivalent, c'est les mêmes molécules. Mais pour certains, il y a quelque chose qui se passe, ça va moins bien. Donc, à ce moment-là, vous retournez voir le médecin, puis il va vous prescrire
le Sinemet, puis il va expliquer les raisons, pour lesquelles raisons le pharmacien doit vous donner absolument le Sinemet et non pas le générique. Une autre raison, régime alimentaire, la nutrition, on y arrive à la nutrition. Les fameuses protéines, qu'est-ce qui se passe avec ces protéines-là? C'est que les protéines, ils ont tendance à finalement faire une bataille au niveau de l'estomac, de l'absorption au niveau de l'intestin, pour ce qui est de qu'est-ce qui va être absorbé en premier. Donc, si on a mangé, je ne sais pas moi, un gros steak, une poitrine de poulet, des repas en sauce, j'en parle un peu plus loin, ça va être riche, ça va être difficile d'absorber les médicaments au même moment. Donc, on suggère, dans la mesure du possible, encore une fois, il y a des zones grises. Hein? Prenez pas tout ce que je dis ici au pied de la lettre. Le médecin peut vous dire autrement pour une autre raison que j'ignore. Mais idéalement, ce qu'on suggère, c'est de prendre les médicaments une demi-heure à 1 heure avant les repas, dans la mesure du possible. Si vous avez une sortie, une activité, vous n'avez pas eu le temps, vous êtes au restaurant, c'est correct de le prendre 10 minutes avant le repas ou avant que votre assiette arrive. On fait dans la mesure du possible. Un estomac vide, encore une fois, ça permet une meilleure absorption des médicaments dans l'intestin. Et le dernier facteur qui peut nuire, comme j'en ai parlé tout à l'heure abondamment, c'est finalement le timing. Je m'excuse, j'ai comme pas le meilleur mot français pour dire une question de timing. C'est le prendre à temps, à tout temps. Alors, une question de timing, c'est très important. Si je m'adresse encore une fois du point de vue, quand on est admis à l'hôpital et au point de vue du personnel infirmier, du personnel soignant, c'est que la prise de médicaments à des moments précis et à l'extérieur des tournées. Vous savez, c'est quoi les tournées dans les centres hospitaliers? Hein? La tournée de 8 heures le matin pour passer les médicaments, la tournée avant le dîner, la tournée à 4 heures, la tournée au souper, la tournée au coucher, et ainsi de suite. Donc, ils ont des tournées, ils ont des moments précis pour donner les médicaments qui, ma foi du temps, correspondent à la plupart des gens. Les personnes qui ont la maladie de Parkinson, ils peuvent avoir une espèce d'horaire un peu difficile à suivre pour les personnels soignants. Si c'est 8 heures, 11 heures, 2 heures, 5 heures, ça ne rentre pas tellement dans l'horaire, disons, standard sur un étage quand vous êtes hospitalisé pour X raison que ce soit. Donc, d'où vient l'importance de parler, hein, dire au personnel que vous avez la maladie, encore une fois, et que ça va faciliter la tâche du personnel soignant si vous recevez vos médicaments à temps et que vous êtes capable de vous lever par vous-même et de faire vos soins d'hygiène par vous-même le matin et ainsi de suite. Donc, un contrôle optimal des symptômes entraîne une plus grande autonomie. C'est ça qu'il faut comprendre. Et à temps, en tout temps. Pourquoi la nutrition est si importante dans la maladie de Parkinson? C'est important, je dis ça oui puis non, puis je le dis avec un bémol, parce que comme je vous ai dit au point de départ, il n'y a pas une diète précise. Hein? Quand vous avez votre diagnostic de Parkinson, on ne vous donne pas une autre feuille en vous disant « ça y est, aujourd'hui, là, vous allez commencer à manger tout ce qui est sur cette feuille-là ». C'est pas possible, ça n'existe pas. C'est que c'est important de comprendre qu'est-ce qui est en jeu ici. Alors, le processus de digestion, il est ralenti. Tantôt, je vous parlais d'un ralentissement au niveau de la marche, un ralentissement au niveau de la digestion, comment on dit ça? La digestion est ralentie. Ça cause de la constipation. Ça peut entraîner aussi parfois des problèmes de déglutition chez certains. Le sens de l'odorat et du goût sont affectés. On peut avoir une perte d'appétit. Les médicaments peuvent causer des nausées. Hein? On peut avoir des effets secondaires avec nos fameux médicaments. C'est pas toujours tout beau, tout rose, là. Donc, ça aussi, ça peut causer une perte d'appétit. J'ai mis une petite toilette ici avec un petit sablier sur la toilette pour vous parler un petit peu plus longtemps de constipation. Parce que ça, là, c'est un sujet très important. J'ai des téléphones à tous les jours de pauvres personnes qui sont constipées et qui ne savent plus quoi faire avec ça. La constipation, ce n'est pas quelqu'un qui ne va pas à la selle à tous les jours. C'est l'idée de la toilette avec le sablier, c'est la fréquence versus la régularité, ou la régularité versus la fréquence. Ce que ça veut dire, c'est que moi, si la personne me dit, en me téléphonant, me dit, écoutez, moi, je vais aux toilettes 3 fois par semaine. C'est pas si pire. Ça veut dire peut-être aux 2 jours. Il
Il faut comprendre que votre routine a changé. Hein? Vous travaillez peut-être plus 60 heures par semaine, vous ne mangez plus la même quantité de nourriture, vous êtes peut-être un petit peu moins actif. Donc, le fait que votre organisme soit ralenti, que vous allez à la toilette aux 2 jours, mais de façon régulière, comme une horloge, disons, là, aux 2 jours, on va à la toilette, vous n'êtes pas gonflé, vous n'avez pas de problème à aller à la toilette, à la selle, ça peut être parfait comme ça. Il ne faut pas chercher le midi à 14 heures, dire « moi, je ne vais pas à la toilette à tous les jours, il y a quelque chose qui n'est pas correct avec moi ». Ce n'est pas le cas. Il y a des personnes qui vont à la toilette, à la selle, aux 2 jours, et que c'est parfaitement normal. Si c'est 2 selles et moins par semaine, on peut parler de constipation. OK? Alors, il faut remettre les choses en perspective. Mais encore là, si vous me dites, je vais 2 fois à la selle par semaine, mais ça force et j'ai mal au ventre, bon, là, on va discuter. Mais en principe, 3 fois par semaine, la personne n'est pas constipée s'il y a une régularité. Souvenez-vous du mot régularité. C'est tout pour mon petit exposé sur la constipation aujourd'hui. Médicaments et nourriture. Bon, le Sinemet, le Levodopa. Je vais parler de ces 2-là en particulier. Ouais, pas ces 2-là, mais un ou l'autre, c'est le même médicament. La question du timing, comme je disais tout à l'heure. On a parlé de 30 à 60 minutes avant un repas. Encore une fois, dans la mesure du possible. Prenez tout ce que je dis avec un bémol, s'il vous plaît. 2 exceptions, par exemple. Si quelqu'un m'appelle, puis la personne a des nausées, hein, ça ne va pas du tout, ils ne sont pas capables, ils ont mal au cœur quand ils prennent leurs médicaments sur un estomac vide, on va leur dire le contraire. C'est pour ça que je dis de prendre avec un bémol. On va leur dire, bien, prenez une petite collation qui a peu de protéines. Ça va faire la petite collation, ça va faire un petit fond au niveau de l'estomac, petite couverture pour protéger l'estomac. Il y a le domperidone que je n'ai pas écrit sur ma présentation. Le domperidone, c'est un autre médicament qu'on donne on donne quelques minutes avant de prendre la Levodopa qui fait en sorte que ça protège pour l'estomac. Ce n'est plus ni moins, ça équilibre les choses et ça fait en sorte qu'on a moins de nausées. Mais ces nausées-là, en principe, ils devraient partir. Si c'est au départ, au début, quand le médecin vous prescrit du Levodopa, quelques jours, semaines après, ces nausées-là devraient être chose du passé. L'autre raison pour laquelle on va vous dire prenez-les en mangeant, c'est que si vous avez de la dyskinésie, des mouvements involontaires, hein, des petits trucs là, qui arrivent, là, moi, je pourrais être en train de vous parler, puis je pourrais gigoter comme ça, j'ai un petit peu de dyskinésie. Donc, ça veut dire que au niveau de l'absorption, si je prends mes médicaments sur un estomac vide, encore une fois, l'absorption se fait comme trop vite. Il y a comme un boost, le pic de dopamine qui arrive au cerveau. Donc, on n'a pas de contrôle sur comment l'absorption est faite, mais quand ça arrive trop vite, on appelle ça en peak dose, la dose la plus élevée quand on vient d'avaler le médicament, ça fait 20-30 minutes, ça peut provoquer chez certains quelques dyskinésies. Donc, on va vous dire, pour amenuiser ça, pour diminuer cet effet-là, prenez-le avec un peu de nourriture. Donc, ça va contrôler ça un petit peu. Chose à éviter, j'en ai parlé un petit peu tantôt, les repas frits, les crèmes. Par contre, la crème, les plats en sauce, c'est bon pour ceux qui ont de la difficulté à avaler. Hein, on va dire, mettez de la sauce. Mais des sauces peut-être un peu moins riches. Parce que quand c'est trop riche, trop gras, ça peut aussi influencer l'absorption, encore une fois. Comment ça se passe sur l'absorption? Si on parle de prendre, mettons, une poitrine de poulet, donc c'est des protéines. Les protéines se défont en petits acides aminaux. C'est absorbé dans la paroi intestinale. Ça s'en va dans le sang et ça remonte, quand je disais que ça remonte, ça traverse la barrière hémato-encéphalique pour aller jusqu'au cerveau. Donc, il y a un cheminement qui peut, ma foi, être assez long. Hein? C'est une boucle. C'est une boucle sans fin, finalement. Quand on mange, chaque fois qu'on mange, ça se produit, ce processus-là. C'est pas l'idée du petit train, c'est tous des petits wagons. Donc, quand on mange, nos petits acides aminaux, ils rentrent dans chacun des petits wagons, puis ils s'en vont finalement nous nourrir. Hein? Comment on équilibre ça, nos protéines? Là, la chose que je veux dire ici, c'est que ce n'est pas nécessairement un besoin de réfléchir tant que ça au niveau des protéines si ce n'est pas un problème pour vous.
Hein? Parce que j'en ai très peu des gens qui réagissent, je dirais, tant que ça au fait de prendre les médicaments juste quelques minutes avant de déjeuner, avant de souper ou avant de dîner. Mais il y en a, je pourrais en nommer quelques-uns, qui disent « Moi, là, je déjeune, je ne prends pas de protéines. Mes protéines, je les prends le soir parce que si je prends des protéines dans la journée, je vais avoir de la difficulté à marcher. » Il y a quelques patients que c'est comme ça pour eux. Donc, il y a deux options à ce moment-là. Par exemple, une portion de protéines, en passant, c'est pas plus gros que le poing. Hein? Alors, si vous pensez à une poitrine de poulet, un petit steak, c'est une portion de protéines. 2 œufs, hein, un œuf, 2 œufs, là, c'est à peu près la grosseur d'un poing. Donc, on diminue les protéines, on les coupe en plusieurs petits repas. Mais encore là, ça devient difficile à faire si, par exemple, votre régime de médicaments, c'est 7 heures, 11 heures, 15 heures. Tu sais, c'est un peu à l'extérieur des repas, ce qui est peut-être une bonne chose pour certains, une moins bonne pour d'autres. Ça dépend comment notre routine comment on gère notre routine. La deuxième option, c'est de prendre les protéines en plus grande quantité le soir pour aider, encore une fois, ce que je disais, à se mobiliser durant la journée. Mais si vous n'avez pas de problème, je vous dirais, restez, il n'y a pas besoin de voir ni une option ni l'autre parce que on n'a pas besoin de s'en soucier trop. Ça peut faire un petit effet de temps en temps. Vous pouvez le voir, par exemple, si vous allez au restaurant, vous avez une bonne assiette devant vous, puis vous n'avez pas pris vos médicaments avant, vous allez peut-être avoir de la misère à vous le relever après la sortie au restaurant parce que le médicament va peut-être être moins absorbé ou c'est que ce que vous avez mangé est peut-être plus une grosse quantité qu'à l'habitude à la maison. Donc, des choses comme ça peut vous jouer des tours. Mais en règle générale, si vous n'avez pas de problème, on ne s'en soucie pas. Pardon. La deuxième option, ça peut amener une nutrition qui est inadéquate. Je veux dire, les protéines, c'est très important. Il ne faut pas couper les protéines. Il faut en manger. C'est important pour nos os, c'est important pour notre cerveau. On a besoin de protéines. Il y a des personnes, quand ils ont le diagnostic de Parkinson, puis qui commencent à lire là-dessus, ils vont dire « Ah, moi, j'en enlève des protéines. Je ne veux pas avoir ces problèmes-là. » Attendez, on va voir. Hein, on va voir. Il y a des sources naturelles de dopamine dans les aliments. En faisant mes petites recherches, j'ai tombé sur un document qui parlait de ça. Je trouvais ça intéressant. Mais ce qu'il faut savoir dans mon carré bleu, c'est que ces aliments-là, évidemment, ils ne remplacent pas les médicaments. Alors, les amandes, il y a beaucoup de sources de dopamine. Les avocats, les bananes, produits laitiers, les fèves de lima, graines de citrouille, graines de sésame. Alors, c'est tous des aliments qui sont bons pour nous, qui ont de la dopamine, mais qui sont aussi, entre autres, les amandes, les graines, c'est aussi plein de protéines. Alors, c'est important d'en manger. Y a-t-il une nourriture miracle ou des suppléments pour retarder la progression de la maladie de Parkinson? La réponse, vite, là, c'est non. Il n'y a pas de nourriture miracle. Il n'y a pas de supplément miracle non plus. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites, entre autres, avec le premier, le coenzyme Q10. C'est un antioxydant, le coenzyme Q10. Puis ce qu'ils ont fait comme recherche, c'était avec des quantités, je dirais presque astronomiques. C'est 200 mg par repas. En tout cas, c'était beaucoup. Puis ça coûte extrêmement cher. Il y a des gens qui m'appellent et disent « Lucie, j'ai commencé à prendre le coenzyme Q10. » Ah oui, comment vous en prenez? 100 mg. OK, parce que 100 mg, c'est déjà beaucoup d'argent qu'on investit. Avez-vous eu des effets positifs? L'idée, c'est que quand je dis coût, sécurité, efficacité, qu'est-ce qu'on doit considérer quand on veut essayer, par exemple, le coenzyme Q10 ou d'autres suppléments alimentaires? C'est considérer les coûts, considérer la sécurité, c'est-à-dire aller voir est-ce qu'avec ce que vous prenez déjà, la fameuse liste, puis ce que vous mangez, ce que vous faites, est-ce qu'il y a quelque chose à voir au niveau de la sécurité? Est-ce qu'il y a des paradoxes? Est-ce qu'il y a des choses qui ne devraient pas être mélangées ensemble? Considérer l'efficacité. Jusqu'à un certain point, il n'y a aucune preuve dans aucun de ces choses-là que j'ai mentionnées, incluant le coenzyme Q10, avec la quantité astronomique qu'il y avait dans l'étude, qu'il n'y a pas eu de bénéfice. Mais c'est correct d'en prendre. C'est bon, des antioxydants. Ça dépend pourquoi on le prend. On ne prend pas nécessairement pour, par exemple, si vous prenez du coenzyme, ne prenez pas nécessairement pour ralentir la maladie. Ça n'existe pas non plus, ça, quelque chose qui ralentit la maladie, malheureusement non plus. La créatinine, c'est la même chose. La vitamine E, un autre antioxydant. C'est correct de prendre des multivitamines avec l'hiver qu'on a.
On a besoin des fois, notre alimentation n'est pas complète. Moi, j'ai rien contre ça, là, des multivitamines, les minéraux, tout ça, c'est important. Mais pas avec un but d'être mieux tant que ça ou de ralentir la progression de la maladie. Il faut que ça soit réaliste. Le thé vert, côté nourriture, thé vert, fruits, légumes riches en antioxydants, c'est bien sûr que c'est correct d'en prendre. Il faut en prendre. Il faut les manger, ces choses-là. Les fruits, légumes, les noix, les graines, c'est très bon, c'est plein de protéines. Puis en passant, les noix, les graines, on a tendance à les oublier. Hein? Le poisson, les graines, c'est important d'en manger, pas juste du poulet, du bœuf et ainsi de suite. Donc, ça peut être quelque chose de facile à traîner dans sa poche quand on s'en va à l'extérieur, des petites graines. Quand on a faim, ça peut être intéressant. Alors, considérez toujours, quand vous essayez quelque chose, le coût, la sécurité. La sécurité, une autre chose que je veux dire là-dessus, c'est que parfois, les gens vont nous appeler, vont dire « Je veux prendre le coenzyme Q10, qu'est-ce que vous en pensez? » Ou un autre, excusez-moi le mot, mais patente ou produit qu'on ne connaît pas nécessairement. Puis là, ils vont nous dire « Qu'est-ce que vous pensez de ça? » C'est bien difficile pour les professionnels de la santé de s'exprimer là-dessus. Un, il n'y a pas de preuve scientifique que ça aide. Deux, il y a peut-être des risques, mais on ne le sait pas. Fait qu'il faut vraiment essayer de voir, puis, tu sais, on ne pourra pas avoir un papier de médecin. Il y avait quelqu'un cette semaine qui me demandait un papier de médecin pour qu'à l'hôpital, le docteur en question ait écrit qu'elle était d'accord à faire en sorte que ce monsieur-là prenne du coenzyme Q10 pendant qu'il était à l'hôpital. Coenzyme Q10, c'est en vente libre à la pharmacie. Pas besoin de prescription. Encore moins d'un papier médical qui va faire en sorte que c'est comme si on fait un étampe, on dit un saut de certification, oui, prenez ça, c'est bon pour vous. Il n'y a aucun médecin qui va vouloir faire ça parce que les preuves ne sont pas là. Il n'y a pas d'évidence qui va avoir un bénéfice quelconque en bout de ligne. Des fois, là, c'est le porte-monnaie qui est le facteur numéro 1. En conclusion, je ne sais pas comment on est dans le temps, mais j'ai quand même beaucoup de choses sur cette dernière à cette acte-là. La nutrition, il faut qu'elle soit équilibrée, basée sur une diète équilibrée. Le guide alimentaire canadien, là, il n'est pas là pour les fous, comme on dit. Il faut le suivre, c'est correct de le suivre. On a tendance au Québec, entre autres, à manger pas assez de légumes, trop de produits laitiers. Là, j'entendais ça ce matin, puis peut-être trop de viande aussi. Hein, les deux tiers de la portion dans l'assiette, ça devrait être des légumes, et le reste, les carbohydrates, comme on parle, les protéines, puis ça devrait s'arrêter là. Les desserts, ils n'en parlent pas. Les fruits, les légumes, bon, c'est ça. Alors, mais il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas de diète spéciale pour quelqu'un qui a la maladie de Parkinson. Donc, comment s'y retrouver? Le titre de ma présentation, médicaments, nutrition, j'aurais envie de dire que ce n'est pas sorcier. Il faut faire ce que vous faisiez avant, mais en mieux. Mieux en essayant de suivre le guide alimentaire, en essayant d'équilibrer les repas. Puis de savoir aussi, le deuxième point, que l'efficacité des médicaments peut parfois être influencée par ce qu'on mange. Pas nécessairement juste avec les protéines, mais encore une fois, je vous ai dit, bon, un repas trop lourd, trop gras, la sauce, ça peut des fois nous jouer des tours. Le savoir, c'est à quelque part avoir une solution. La maladie de Parkinson, le but, c'est pas seulement de traiter les symptômes en essayant avec la nourriture. On peut difficilement faire ça. Il faut garder la nourriture comme source de plaisir. Pas juste quand on a la maladie de Parkinson. La nourriture, l'alimentation, c'est un plaisir à la base. Donc, il faut voir ça et continuer de voir ça comme un plaisir. C'est un autre message. Puis être capable, finalement, être capable de marcher sous la pluie, ce que ça veut dire pour moi, puis j'espère un petit peu pour vous aussi, c'est d'être capable de continuer à vivre, même avec un diagnostic de maladie de Parkinson qui n'est pas facile, qui change parfois d'une journée à l'autre sans qu'on ait fait rien de particulier, qui nous demande des efforts, à savoir prendre les médicaments à temps, bien manger, bien se reposer. J'ai toujours mon idée d'équilibre, hein, ma balance. Puis faire de l'exercice, je ne vais pas oublier celui-là. Alors, bien manger, essayer de bien dormir, prendre nos médicaments à temps, se faire plaisir. Alors, c'est toutes des choses qui vont faire en sorte qu'on mène une vie équilibrée, même si on marche sous la pluie.